Bonjour à tous. On va démarrer parce qu'on a l'AG juste après qui nécessite un petit peu de temps. Tout le monde va bien? Oui? Vous avez passé un bon gala? Oui? Vous êtes prêts pour cette dernière journée? Oui? Alors pour commencer, avant d'introduire notre invité de ce matin, est-ce que vous vous souvenez du thème de l'AIM 2023? Ouais. On n'en finit jamais. Le vin? Presque. Guillaume? Tout à fait, décarbonation. Merci Guillaume. Dans l'agriculture, oui. AIM 2024? C'était l'IA. On ne va pas reprendre tous les titres qu'on a l'habitude de mettre. Donc 2023, décarbonation. Et 2024, IA. Cette année, on a reçu environ 30 papiers sur l'IA. Et le GTM DD RSE et post-RSE a aussi fait un peu carton plein avec 12 soumissions, ce qui est le plus gros GTM cette année. Donc on a décidé de fusionner ces deux thèmes et de vous proposer l'intervention d'Anna Semedo. Merci Julien, oui, bonjour à toutes et à tous. Donc nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Anna Semedo, qui est Managing Partner chez Hill Extension, qui est donc engagée sur les sujets de IA frugale, éthique et responsable. Elle a à ce titre notamment rédigé plusieurs études pour le Green IA et IA for Green. Elle a un parcours assez riche, elle est ingénieure des mines Paris. Elle a aussi une carrière un peu dans le monde professionnel qu'elle va nous évoquer. Voilà, dans un premier temps, on va pouvoir un peu échanger autour de son parcours. Après, elle nous fera une présentation courte d'environ une vingtaine de minutes sur l'IA frugale. Et après, du coup, on aura vraiment un temps d'échange. Le but, c'est de recueillir vos questions et d'échanger un petit peu, de créer un dialogue avec vous. Donc peut-être, Anna, pour commencer, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur ton parcours pour situer ton propos et expliquer un petit peu comment finalement tu en es venu à l'IA, à ce sujet d'IA frugale? D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, ravie d'être là, impressionnée par le lieu, impressionnée aussi par l'audience. Parce que quand on parle devant des chercheurs, on se dit c'est sérieux, donc il faut que je fasse attention. Dans l'entreprise, on prend des raccourcis. Voilà, donc mes propos seront selon votre analyse et votre appréciation. Alors, pourquoi je suis venue à l'IA frugale? Comme vous, j'ai aussi été dans la recherche. J'ai commencé après mes études d'ingénieur, comme a dit Maxime, à l'école des mines. J'ai été chercheuse à l'école des mines. Et bon, j'ai eu envie d'aller voir le monde de l'entreprise et je suis allée chez SFR. Je suis passée d'un monde où j'avais le temps, mais j'avais pas droit à l'erreur. En tout cas, c'est comme ça que je percevais les choses. À un monde où j'avais plus le temps et j'avais droit à l'erreur. Et là, j'ai commencé à découvrir aussi l'application de la technologie. Puisque étudiante, j'ai aussi fait beaucoup de développement. Et j'ai aussi traité d'autres sujets, mais chez SFR, c'était vraiment la technologie qui était impressionnante et très attrayante. Après, je vais vous passer des détails, mais j'ai eu un moment de ma vie où j'ai créé une start-up dans le solaire. Et avant de créer cette start-up, je suis partie avec mon associé en Inde et au Bangladesh. Et là-bas, on a rencontré une centaine d'entreprises. Et notamment, on a rencontré Mohamed Yunus. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le créateur du microcrédit qui était prix Nobel de la paix et qui a créé donc la Grameen Bank et la Grameen Shatki, qui est la Grameen Énergie. Et donc, on a travaillé avec Grameen Shatki. Donc ça au Bangladesh. Et en Inde, on a aussi rencontré beaucoup d'entreprises dans le solaire, dans l'éolien, dans l'hydro, etc. Et j'ai découvert l'innovation frugale qui s'appelle le Jugaad. Et après aussi, j'ai suivi des travaux d'Anil Gupta sur ce sujet. Et donc, on est revenu en Afrique, parce que je suis capverdienne d'origine. Et là, on a créé une start-up en Tanzanie, dans le solaire, et j'ai même un brevet
dans l'énergie solaire. Donc, ce côté innovation frugale, le côté environnement, énergie, et le digital qui a toujours suivi en toile de fond. Et c'est comme ça que je suis arrivée à l'IA frugale. Et le frugal, on y reviendra plus en détail, pour moi est un vrai levier de transformation. Merci beaucoup. Et après, donc, du coup, ta carrière en conseil, c'est ça, a débuté un petit peu à ton retour de... Non, ma carrière dans le conseil, en fait, après SFR, j'ai fait un MBA à HEC. Et là, j'ai fait du conseil en stratégie et organisation. Et du coup, ça aussi me donne aujourd'hui une autre dimension qui est la dimension organisationnelle. C'est-à-dire que l'IA est en train, beaucoup plus que le numérique, d'être, on va dire, invasive dans le monde de l'entreprise. Et là aussi, on va y revenir. Mais ces années de conseil en stratégie et organisation viennent compléter la partie technique, la partie environnementale et enrichir cette vision de l'organisation, de la stratégie dans l'entreprise. Et c'est quand tu étais justement dans en tant que donc, dans le conseil que le sujet de l'IA est venu à toi. Par quels moyens, par quel... Il est venu par beaucoup de questions, déjà par le numérique. Et en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2016-2017, là, on avait déjà vendu le brevet dans le solaire et j'étais revenue au conseil. Et là, on commençait à dire aux personnes qui avaient 15-20 ans d'expérience qu'ils étaient obsolètes. Et c'était les jeunes sortis d'école qui étaient attirés. C'était la mode du agile, la mode du digital thinking, la mode d'époque, des MVP, etc. Donc, moi, je me suis retrouvée dans des situations où on me proposait des missions où un jeune sorti d'école était payé plus cher que moi. Alors, j'aimais pas ça. Ça me faisait pas très plaisir. Et du coup, j'ai commencé à me mettre moi-même dans une situation de difficulté aussi. Par exemple, j'ai organisé un hackathon de toutes pièces pour trouver des solutions sur les violences faites aux femmes dans les transports publics, avec la SNCF et la RATP comme sponsors. Et ça, c'était pour me dire, non, je ne suis pas obsolète. Et pour pouvoir montrer que à la fois l'expertise, l'expérience ont de la valeur. J'ai aussi beaucoup travaillé sur l'intelligence collective pour que la diversité générationnelle soit une richesse et pas un handicap. Et donc, de fil en aiguille, à partir de cette période-là où j'étais tout d'un coup devenue obsolète, je me suis dit, c'est pas possible. Et avec d'autres collectifs, parce que j'ai toujours fait partie aussi de beaucoup de collectifs, on a pu poursuivre sur ce cheminement du numérique de l'époque qui nous a créé aussi beaucoup de dépendance vis-à-vis des GAFAM, dont aujourd'hui on se rend compte, mais l'histoire elle s'est tracée depuis déjà une dizaine d'années, où dans les entreprises on a perdu beaucoup de compétences et aujourd'hui les entreprises se rendent compte que du développeur au DSI, il y a eu une perte incroyable de compétences et une perte incroyable de souveraineté dans les entreprises et nous aussi au niveau de nos États. Bon, peut-être merci Trump pour nous rendre compte réellement de la situation, mais cette situation, elle s'est installée depuis déjà ce moment, avec en plus l'aide du cloud qui a fait que par facilité, par souci d'aller chercher la productivité, par souci d'aller chercher l'agilité, on a fait ces choix de rapidité, de facilité, de raccourci, une fois de plus. C'est des sujets peut-être que tu abordes aussi dans ton ouvrage, parce que tu es aussi auteur, si tu peux peut-être. Oui, parce que Maxime m'avait posé une question aussi sur l'IA frugale et la recherche et l'évolution. Dans l'ouvrage que j'ai fait sur la révolution de l'apprendre, où j'avais rencontré beaucoup de personnes et aussi des neuroscientifiques, je me suis rendu compte que vos méthodologies sont d'une très grande aide
Et je pense qu'elles sont aussi d'une très grande aide aujourd'hui. C'est-à-dire que vous êtes dans des méthodologies de questionnement permanent, d'esprit critique, de mise en relation, de débat entre vous. Et ces éléments-là sont fondamentaux. Et donc, dans le livre, c'est ça que j'ai développé et c'est ce que j'essaye aussi de pousser dans les entreprises parce que moi j'ai fait du conseil donc, et de la recherche depuis déjà un certain temps et notre posture en tant que chercheur, c'était de bousculer le client, bousculer des acquis pour qu'après on se rende inutile. Depuis ces années-là, où en plus on a été pris par un management un peu à l'américaine, avec une littérature très anglo-saxonne qui nous a fait oublier des sociologues français, etc., on a pris donc tous ces éléments qui ont fait que aujourd'hui, les entreprises, elles demandent aux consultants de leur servir des plats rapides et d'être un peu un relais marketing des offres d'outils. Or, moi, je ne propose pas aux entreprises des outils, je propose vraiment de la relation, du changement et de pouvoir faire bouger les lignes. Merci beaucoup. Peut-être qu'on pourrait du coup découvrir ta présentation sur l'IA frugale. Est-ce que ça marche? Vous m'entendez? N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si vous voulez interrompre. Là, c'est une présentation sur l'IA frugale, déjà. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vous parle depuis l'angle de l'entreprise. Hein. Avant l'IA, les gens donc, faisaient leur PowerPoint, leurs photos, etc., des schémas, et ils prenaient leurs notes de réunion. Aujourd'hui, on voit que les recherches Internet, elles sont faites avec ChatGPT. Les gens rédigent des documents et des posts avec ChatGPT. D'ailleurs, j'ai vu, il y a un article intéressant qui montre quels sont les types d'articles qui utilisent ChatGPT et c'est assez marrant à voir. On crée des images, on écrit du code, tout ça avec ChatGPT. ChatGPT ou l'IA générative de façon générale. Et rien que ChatGPT, on a 300 millions d'utilisateurs actifs. Et du coup, tout ça, c'est fait systématiquement. Et qu'est-ce qui se passe? On regarde la construction de nouveaux data centers, rien que par les GAFAM, on va y revenir pour les autres, on voit cette croissance qui double presque en moins de 2 ans. Et c'est une croissance aussi de mégawattheures qui sont consommés. On voit que Stargate, 500 milliards de dollars, nous aussi en France, 109 milliards de dollars. Donc tout ça, ce sont des gigawatts qui sont là, présents. Et pourquoi c'est des gigawatts? Parce qu'on est avec des réseaux de neurones multicouches et que rien que déjà GPT-3, qui est le plus ancien de ceux qu'on connaît, c'était 96 couches neuronales, un vecteur avec 12 288 dimensions et chaque requête qui va traverser des milliards d'opérations. Et ces milliards d'opérations, qu'est-ce qu'elles vont traverser? Elles vont partir de mon device. Mon device, donc mon ordinateur, il est fait avec des matières premières, il est produit, il est distribué, il est utilisé et il a une fin de vie avec aujourd'hui très peu de recyclage. Il va dans des data centers qui, de la même façon, c'est des bâtiments, c'est des GPU, c'est du stockage, c'est du câblage, c'est des générateurs diesel, c'est des systèmes de refroidissement,
C'est de l'énergie, de l'eau, de la matière première. Et tout ça traverse des réseaux qui sont peut-être moins gourmands dans tout ça, mais qui sont aussi un vrai sujet de géostratégie et qu'on a vu là, par exemple, avec des câbles coupés en mer du Nord il n'y a pas longtemps. Donc, ces sujets-là nous amènent à la fois dans notre consommation, qui est transformée en gigawatts, en matières premières, en eau, tout ça consommé. Et on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, je vous ai parlé d'usage, et récemment, on a vu DeepSeek, le système chinois, qui, quoi qu'il en soit, même si on dit il a utilisé beaucoup plus de GPU que ce qu'on a imaginé, etc., eux, ils disent qu'ils ont utilisé 2048 GPU, même si c'était 20 000. À côté, on a Grok, qui est sorti en février, qui fait à peu près la même chose, et qui a utilisé 200 000. Donc même si on n'est pas dans un rapport de 1 à 100, on est au moins dans un rapport de 1 à 10 pour des résultats quasi équivalents. Et là, on se dit, si on veut faire de l'éco-conception, il y a des enjeux qui sont intéressants. Donc on voit une galaxie de possibilités. Déjà, DeepSeek a utilisé de l'open source, il a fait ce qu'on appelle le mélange d'experts, il a fait ce qu'on appelle la distillation, donc le professeur étudiant. Il y a des tas d'autres méthodologies qui ont été utilisées pour que son IA utilise à la fois moins d'heures de GPU et donc qui soit moins consommatrice. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi nous, on n'a pas fait. Puisque là, ça a été un défi qui a été lancé aux développeurs et ils ont saisi ce défi par besoin de pouvoir, parce qu'ils étaient dans une situation où on ne leur vendait pas de GPU, même s'il y a des GPU qui sont passés par Singapour, ils ont fait tout ça et ce sont des choses que nous, on aurait pu faire et je repose la question, pourquoi on ne l'a pas fait? Donc, l'IA frugale, certes, c'est cette partie du développement, les architectures optimisées, ce qu'on vient de voir pour DeepSeek, mais c'est aussi des usages. Est-ce que j'ai besoin, quand je fais mes zooms, de systématiquement faire prendre des notes par des IA? Et je me retrouve de plus en plus dans des réunions où plein de gens font prendre des notes par des IA. Est-ce qu'ils vont vraiment les utiliser? Et ensuite, il y a la question de la décision, et ça, dans les entreprises, suite à cette période dont je parlais tout à l'heure, un peu d'endormissement au travers d'un numérique un peu magique, on a du mal à faire revenir cette gouvernance éclairée dans des choix. Et c'est tout le rôle que l'IA frugale cherche à prendre au niveau de ces trois parties de la décision, du développement et des usages. Donc, avant de rentrer dans ce qu'on a fait avec l'AFNOR-SPEC IA frugale, je vais partager avec vous un point d'actualité. C'est des chiffres du mois d'avril, peut-être que certains connaissent, peut-être pas. Là, on a 7... Bon, je ne vais pas m'éloigner, parce que je m'éloigne... Non, mais ça va, du coup, je reste là. Là, c'est la comparaison des consommations d'électricité des data centers avec les pays. Donc, vous voyez, en 2024, les data centers, mon laser, je ne sais pas où il est, sont à 415, ce qui est déjà beaucoup. Et la prévision en 2030, on est à 945, beaucoup plus que doublé. Une consommation qui, rien que des data centers, qui sera plus que 2 fois supérieure à celle de la France, supérieure au Canada et presque comme celle du Japon. Pardon. Ici, je vous montre un chiffre c'est de l'Agence internationale de l'énergie, donc d'avril 2025 aussi. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ici, vous avez les États-Unis, la Chine. Donc, on a 80% qui sont de ces deux pays, et l'Europe est qu'à 10%. Et là, on a une prévision
à 2030. Donc on voit au travers de ce graphique aussi la position de l'Europe. C'est-à-dire que 80%, c'est la Chine et les États-Unis. D'ailleurs, là, on a par habitant, et la courbe bleue, qui est celle de la Chine, on voit que même par habitant, il y a un moment vers 2027-28 où elle dépasse celle des Européens. Donc, aux chercheurs de contribuer aussi à ce qu'on fasse bouger les lignes, parce que l'IA a un rôle très important à jouer dans les économies, et pour l'instant, le rôle est pris par les États-Unis et par la Chine. Et quand on regarde l'empreinte environnementale de tout ça, on est beaucoup avec le charbon ou le solaire. Là-haut, vous voyez le marron, c'est le charbon, et le mauve, c'est du gaz, donc la Chine et les États-Unis. Et le point d'inflexion, on va le voir apparaître qu'à partir de 2030, au niveau des émissions, la courbe bleue, ce sont les émissions, et c'est là où le nucléaire et le renouvelable vont commencer peut-être à prendre une place un peu plus importante. Et le nucléaire, on verra si on y arrive vraiment. Donc là, on a le mix énergétique des États-Unis et de la Chine. Donc les États-Unis, on voit la place prise par le gaz naturel, qui est aussi polluant, et la Chine, on voit la place prise par le charbon. Donc ici, je vous montre la place des data centers dans la répartition des consommations d'énergie. En 2014-2024, c'est une petite part, le transport électrique un petit peu aussi, et on a l'industrie qui a une part prépondérante. Et on voit que plus ça va, et l'industrie recule, les data centers sont en train d'augmenter, et le transport électrique aussi. On va voir justement cette compétition et comment on va pouvoir tenir cette énergie. Alors, juste une dernière slide de chiffres. Là, on a des estimations d'émissions carbone par type de grands modèles de langage. Et DeepSeek, dont on parlait tout à l'heure, vous le voyez, c'est l'avant-dernier de droite à gauche, comparé à d'autres comme GPT, comme Llama, qui font des choses à peu près équivalentes. Donc on voit que si on pousse au frugal, dans un monde où l'IA a une place de plus en plus importante à prendre, où on est aussi un peu dans la démesure, c'est clair, mais la démesure, on ne va pas pouvoir l'empêcher, d'autant plus qu'on voit que c'est tiré par la Chine et les États-Unis. Donc, on a tout intérêt à pousser au frugal. D'autant plus que, quoi qu'on dise, on pense ici, c'est l'efficience du hardware, on voit qu'elle s'améliore, sauf que, voilà, elle s'améliore et on a des effets rebonds. Là, on a un graphique que je trouve très, très intéressant. En orange, on a la diminution des coûts de calcul, donc des coûts des GPU. On a une diminution de 99% de 2006 à aujourd'hui. Et presque en miroir, on a l'augmentation de la taille des modèles. Et du coup, c'est toujours ce problème-là qui poursuit l'efficience, c'est-à-dire que, oui, les SUV, les voitures consomment moins de litres au kilomètre, et du coup, on fait des voitures plus lourdes. Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut vraiment faire de l'IA frugalement, ou est-ce qu'on est condamné à la surenchère, aux effets rebonds? Et nous, notre pari l'année dernière, en faisant la FNORSPEC IA Frugal, qui est en fait une étape préalable à une autre étape de normalisation, moi j'ai copiloté la partie méthodologie de cette IA Frugal. Pour l'instant, c'est la référence en IA Frugal. Donc, je vous donne juste quelques éléments clés de ce qu'elle contient.
Aujourd'hui, on raisonne toujours en efficience. Ce que je vous ai montré tout à l'heure là pour les GPU, on recherche de l'efficience, à optimiser donc les moyens alloués. Et la frugalité, c'est se contenter d'un niveau suffisant, d'un résultat jugé suffisant, donc quitte à redéfinir les usages et les besoins. Si vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai mis les développeurs au milieu, mais on avait la gouvernance, c'est elle qui va nous permettre de redéfinir les usages et les besoins, et ensuite c'est nous, dans nos usages aussi, qui allons agir là-dessus. Et on distingue aussi les systèmes d'IA et les services d'IA. Pourquoi ? Parce qu'un système d'IA, c'est la solution numérique, mais un service d'IA, avec les capteurs et des solutions numériques qu'on utilise aujourd'hui, on a des services d'IA, mais qui vont inclure des systèmes d'IA. Et quand on parle d'IA frugale, on va chercher aussi le système là-dedans, parce que c'est lui qui est aussi important. Je vous donne pas d'équation compliquée, c'est l'équation de base par rapport à la mesure de l'empreinte. On a donc le B qui est l'entraînement initial, parce que l'entraînement initial d'un modèle de langage est très consommateur. Ensuite, on va avoir le CY qui sont de nouveaux réentraînements si jamais il y en a, et on va prendre le AX qui est toutes les inférences qui vont être utilisées. Et donc, on retrouve les usages et la création du système. On va prendre en compte à la fois l'énergie, mais les ressources naturelles, donc les matières premières, l'eau, donc l'énergie, les ressources et l'eau. Donc, c'est ça la base de ce qui va nous servir pour construire des IA frugales. Et là-dessus, j'attire aussi l'attention sur le fait on voit beaucoup de systèmes, là on passe du Green AI au AI for Green, qui disent, moi, mon système, je regardais encore hier un article qui parlait des systèmes de séquestration du CO2. Ils sont apparus, ils ont levé énormément de fonds parce qu'ils séquestraient le CO2, et aujourd'hui on se rend compte que leur modèle de séquestration est extrêmement consommateur. Donc d'où l'importance de voir vraiment l'empreinte globale du système. Et là, avec l'AFNOR, on est en train de faire un livre blanc pour aider justement dans les méthodologies de ce calcul global. Et là aussi, je copilote la partie méthodologie. Donc quelques questions pour orienter sobrement l'IA. C'est que veut-on ? À quoi et à qui elle doit servir, à qui, à quoi d'autre elle servira. En a-t-on vraiment besoin? Est-ce qu'on y répond avec de l'IA ou pas? Moi, je vois de plus en plus dans les entreprises presque le besoin d'utiliser de l'IA, alors que parfois, un simple algorithme peut suffire, mais on veut communiquer, il y a des effets de mode, et donc on dit il faut de l'IA. Et donc, quand on fait de l'IA, du coup, quel choix on fait d'IA? Quels sont les coûts économiques, mais aussi sociaux et environnementaux, et aussi aujourd'hui, demain et après-demain. Ce que je vois en ce moment, c'est que les entreprises, comme elles sont très pressées d'y aller, elles font beaucoup de jetables. Et là, on est aussi contre l'environnement, parce que tout ce qu'on a fait, si on le jette, ça ne sert à rien. Et une fois qu'on l'a fait, c'est qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on en fait, et à qui d'autre ça doit servir. Donc, on a à la fois la partie décision, la partie réalisation et la partie usage. Et la gouvernance qui va chapeauter le tout, et tout ça en relation. Aujourd'hui, ça paraît naturel de raisonner comme ça, mais ce n'est pas le cas. On reste souvent dans la partie en haut et trouver la solution, la confier aux développeurs et après l'utiliser. Mais même dans le numérique, on sait qu'il y a 70% du contenu des logiciels qui ne sont pas utilisés. Donc l'IA frugale, elle va chercher aussi à combattre ce non-usage des systèmes. Donc pour ceux que ça intéresse, il y a des supports. À la fois, on a des benchmarks. L'Energy Score est un benchmark qui est en cours d'élaboration.
On a des outils pour estimer l'empreinte et on a aussi des bases, la base Boavista, la base ADEME, Hugging Face aussi, donc des éléments qui aident. Mais pour des chercheurs, vous allez tout de suite dire ça ne sert pas, il n'y a pas de méta-analyse, on ne peut pas comparer, etc. Mais c'est ce qui est utilisé aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Alors, on a parlé d'énergie, on a donné des chiffres, mais il y a aussi les matières premières, parce que un système, mon téléphone portable, il fait 150 grammes, mais il vient de 180 kilos de matière, et avec beaucoup de terres rares, beaucoup de métaux rares. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit les sujets géopolitiques apparaître entre la Chine et les États-Unis, mais un jour, ça pourra aussi nous toucher. Et contrairement à ce qu'on pense, il y a très peu de recyclage. Et même le marché de seconde vie, il fonctionne très mal. C'est-à-dire que même pour nos téléphones portables, des Bouygues SFR ont du mal à vendre des téléphones dans une seconde vie. L'eau, aujourd'hui on voit beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de communication, donc on dit que GPT-3 a consommé 700 000 litres d'eau potable, qu'une inférence c'est 500 millilitres par conversation. Le WUE, c'est ce que les data centers consomment notamment pour le refroidissement. Mais en fait, ce qu'on oublie de dire, c'est que c'est de l'eau potable qu'on utilise. Là, c'est des chercheurs aussi qui ont fait une étude, et Meta, c'était 99% d'eau potable, Google, 77%. Il y a aussi le fait que l'énergie nucléaire consomme beaucoup d'eau. Vous voyez, là, c'est les prévisions aussi de l'Agence internationale de l'énergie, et on voit que cette consommation va doubler. Je vous propose juste de comparer tous ces chiffres au fait qu'un Français consomme 150 litres d'eau par jour. Par ailleurs, on a vu l'extraction des matières premières. Elles sont souvent dans des zones de stress hydrique, par exemple dans le désert d'Atacama, au Chili. Elles consomment des grandes quantités d'eau et elles produisent des déchets toxiques, du cyanure, du mercure, qui vont peut-être retourner dans l'eau. Une puce pour la production, c'est 30 litres d'eau. TSMC, la boîte de Taïwan qui fabrique la plupart des microprocesseurs, elle consomme 80 piscines olympiques par jour. L'année dernière, ou il y a 2 ans, il y a eu un tremblement de terre à Taïwan, il y a eu des problèmes d'eau. Je vous laisse deviner qui a eu la priorité, si c'est TSMC ou le reste de l'économie. Et la fin de vie dont je parlais tout à l'heure, avec des risques de contamination de l'eau, de l'air et des sols. Donc on a à la fois l'énergie, l'eau et toutes les matières premières. Donc tout ça, est-ce que ça va affecter nos choix? N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Donc l'IA s'accélère, mais nos choix restent entre nos mains. Après, on peut dire non, on va faire les bons choix. Sauf que, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Internet a commencé à se développer, on disait Internet va être très bon, il va mettre les gens en relation, etc. Aujourd'hui, voilà l'usage d'Internet. On est à 70% avec un usage d'Alphabet, donc de Google, de Meta, de Netflix. Voilà la prépondérance des usages d'Internet. 60 secondes sur Internet, c'est 3 millions de photos, c'est 10 millions de posts Instagram. Donc, c'est ça les choix qu'on a fait au niveau du numérique. Et aujourd'hui, l'IA en a conscience, mais est-ce qu'on veut aussi donner nos clés du numérique aux GAFAM? Peut-être que Trump, là, une fois de plus, va nous aider dans cette prise de conscience, et tout ça dépend aujourd'hui de nous. Donc l'IA est le reflet amplifié de nos paradoxes, c'est-à-dire qu'on veut protéger la planète et on veut la dernière nouveauté, on ne veut plus d'obsolescence rapide et on célèbre toute nouveauté,
on veut protéger la planète et on veut une croissance illimitée, on veut la liberté et on veut la sécurité totale, on veut la démocratie et on consomme toute création d'IA, et on veut être acteur et on se soumet docilement. L'IA vient amplifier ces paradoxes qui étaient déjà posés avant. Donc le choix nous appartient. On a tout ça, tout ce que l'électricité, les matières premières, le recyclage, l'eau, la data, les câbles sous-marins. On a des choix entre une IA récréative, entre une IA risquée, même des armes et de la désinformation, etc. Et on a le choix d'une IA transformatrice. Donc, à nous maintenant de choisir. Alors, ce sujet, il est posé par l'environnement, mais il est posé de façon plus large. Donc, la question, c'est qu'est-ce que l'IA responsable ? Moi, ce que je constate avec l'IA responsable, c'est qu'elle est prise dans un piège du numérique responsable, pris lui-même dans un raccourci des entreprises. Les entreprises ont analysé le numérique responsable ou l'ont limité à des terminaux dont on a augmenté la durée de vie, à l'accessibilité et pour les développeurs à des principes d'éco-conception. Ensuite, dans l'IA responsable est arrivée la notion d'éthique. Les entreprises ont dit l'éthique, c'est le juridique. Et le social, elles ont dit c'est les RH. Donc on a divisé tout ça avec une IA responsable qu'on a renvoyée au numérique responsable avec la définition que je vous ai donnée. Et moi, personnellement, je me bats pour essayer de faire reprendre à l'IA responsable une place qui est celle qui, finalement, est donnée par beaucoup d'acteurs. Je ne vais pas passer ici les définitions, mais l'UE en donne une définition, l'ISO en donne une autre, le AI Index de Stanford en donne une autre, mais ce qu'on retrouve, c'est l'IA sûre, fiable et éthique. Je vous partage ici une évolution des définitions qui ont intégré l'IA responsable. De mon point de vue, ça démarre en 2018 avec la déclaration de Montréal, où ici on retrouve des notions de bien-être, d'autonomie, de justice, de vie privée, de développement durable. Ensuite, on va avoir l'UE qui va définir la notion de IA digne de confiance, donc avec ces mêmes principes, transparence, diversité, bien-être sociétal et environnemental, responsabilité. L'OCDE qui poursuit aussi avec des définitions qui vont englober ces notions. L'I3E, qui est l'association des ingénieurs américains qui donne ça. L'ISO, qui poursuit avec la notion d'IA de confiance. Ensuite, l'UNESCO aussi, qui poursuit avec des définitions d'IA responsable de confiance. Le NIST, qui est l'AFNOR américain. Et l'ISO, c'est la première norme qui apparaît. Et donc, elle apparaît en 2023, c'est la 42001, qui est un peu comme la 9001, la 27000 aussi. Et le AI Act, qui est la première réglementation. Mais donc, au niveau des entreprises, on simplifie l'IA responsable, alors que depuis 2018, on lui a donné une notion qui est beaucoup plus large, avec tous ces éléments qu'on retrouve en commun. Et donc là, j'espère que les chercheurs vont nous aider aussi à élargir cette vision de l'IA responsable. Donc là, les entreprises commencent quand même à en prendre conscience, et elles en prennent conscience par le risque. Ici, c'est le AI Index de Stanford qui publie chaque année, et c'est intéressant, pour ceux qui s'intéressent, c'est une lecture qui, de mon point de vue, vaut le coup. Et donc, les entreprises sont en train de voir que l'IA responsable les aide dans les opérations, dans les aspects liés à l'efficience, au coût, dans la confiance client, dans la réputation de marque.
Et d'ailleurs, là, c'est une étude du Stanford et McKinsey. À peu près à la même période, 2 ou 3 mois après, il y a Accenture qui a fait une étude qui retrouve les mêmes éléments. Donc là, les entreprises, parce que aussi elles augmentent en maturité, commencent à se rendre compte du bienfait de l'IA responsable pour le business. L'évolution des risques qui est associée à ça et qui est associée à cette maturité, on voit que les entreprises, là on a avec l'AI Index l'évolution 2024 en rose et 2025 en bleu. L'environnement et le sociétal prennent moins d'importance en 2025 qu'il n'en avait en 2024. Pour moi, c'est un peu des effets de com' aussi. Par contre, on voit l'augmentation de la maturité et peut-être des problèmes, parce qu'il y a des problèmes qui ont lieu quand même. Donc, tout ce qui va concerner la donnée, la première préoccupation liée au risque, tout ce qui va être lié à la fiabilité, donc aux résultats, aux hallucinations, à l'explicabilité aussi, et tout ce qui va être lié à la loi, à la compliance, excusez-moi de l'anglicisme, avec la loi. Donc on voit cette progression en faveur de l'IA responsable. Donc les principaux obstacles, et là ça vous concerne, puisque le principal c'est pour l'instant le savoir et la formation, les budgets et l'incertitude réglementaire. Voilà, donc l'IA est un sujet systémique qui va toucher donc les biais, l'équité, l'empreinte environnementale, l'explicabilité, la fiabilité, la cybersécurité, la sûreté, la confidentialité, la transparence. Voilà, elle est le miroir de nos choix et la frugalité, c'est retrouver le pouvoir de décider et pas uniquement d'innover. Personnellement, contrairement à ce qu'on est en train de dire, la réglementation, c'est un frein. Moi, je pense qu'au contraire, dans un continent comme l'Europe, c'est une aide à l'innovation. Et donc, innover seulement, ça ne va pas nous aider. Innover avec des notions de frugalité, de réglementation, de respect de la privacité, etc., ça peut être des défis qui feront qu'on sera aussi... Oui, ce que DeepSeek a pu... faire. Donc l'IA sera ce que nous en ferons et on peut oser ensemble faire de la frugalité et de la responsabilité une ambition collective. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour, merci pour votre présentation. J'ai juste une question très, très simple. C'est qui nous ? Alors, le nous, il est pluriel. Le nous, comme j'ai dit, je fais partie de beaucoup de collectifs. Et déjà, le nous, pour moi, c'est nous tous. Nous toutes et tous. Parce que je pense que c'est un défi collectif. C'est-à-dire que l'IA, elle part sur quelque chose qui est dans la démesure totale, avec des approches d'investissement qui nous dépassent, et nous, on a la capacité de faire autrement. Donc c'est d'abord ce nous-là. Et personnellement, j'ai parlé de l'AFNOR, je fais partie du Hub Francia, de Planète Tech Care, je suis la responsable du cycle IA de l'Institut G9+, etc. Donc c'est tous ces nous-là aussi. Et dans le conseil, on est aussi un collectif et c'est aussi ce nous-là. Donc c'est vraiment un nous pluriel. Bonjour, merci pour votre présentation. J'aurais deux questions très rapides si vous le permettez. Quelle définition de l'éthique donnez-vous en contexte d'IA ? Et la deuxième, c'est l'utilisation du terme IA responsable qui m'interpelle toujours. Est-ce que ça ne contribue pas justement, ou ça ne nous invite pas à fuir nos responsabilités, dans le sens où l'expression ou terme de usage responsable d'IA ne serait-il pas plus adapté ? Très bonne question. Parce que j'ai fait un podcast il n'y a pas longtemps avec des étudiants de l'Université de Montréal. Et comme j'étais avec des étudiants, je n'ai pas arrêté de dire c'est nous qui sommes responsables.
C'est pas l'IA qui est responsable. De parler de IA responsable, c'est des raccourcis. C'est nous qui sommes responsables. Alors, sur l'éthique, elle pose un sujet, c'est-à-dire qu'elle nous renvoie à un signifiant de morale. Et dans l'entreprise, on est sur du pragmatisme. Donc, c'est un cadre pragmatique d'action selon des valeurs qui sont aussi des valeurs posées par l'entreprise. C'est-à-dire que la notion, parce qu'un voleur, il peut être éthique selon sa propre éthique. Et du coup, quand je fais des formations sur l'IA responsable, je commence par distinguer ces éléments-là pour sortir du cadre moral. Ensuite, quand on parle d'IA responsable, on a des éléments. Tout à l'heure, quand j'ai montré excusez-moi à nouveau de l'anglicisme, la timeline avec toutes les définitions d'IA responsable, on voit quand même apparaître toujours transparence, fiabilité, explicabilité, etc. Là, on peut dire que la transparence, la non-discrimination, on est sur des valeurs à connotation morale. En revanche, quand je vais parler d'explicabilité, de fiabilité, je suis avec des valeurs instrumentales. C'est des valeurs qui vont servir à des valeurs morales. C'est-à-dire que l'explicabilité va peut-être m'aider à faire de la non-discrimination. Mais je ne peux pas la considérer comme quelque chose qui a une connotation quelconque qui soit morale. Donc ce sont des choses qu'il est important de distinguer, mais comme j'arrête pas de dire, et ici je prends des précautions étant avec des chercheurs, on prend beaucoup de raccourcis, souvent. Alors, j'ai vu celui-là d'abord. Bonjour et merci pour cette magnifique présentation. Je me présente, je suis Christian Yazur, je ne suis pas du tout de cette communauté, c'est ma première fois et bon, j'espère de revenir. Je suis géologue, je travaille au service géologique national. Donc, bon, vous avez touché des sujets qui me touchent. Je ne pouvais pas éviter de mentionner des projets que le BHM développe sur les questions de l'économie circulaire. Il y a un projet qui s'appelle le MADITRAS. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais je vous suggère d'aller le chercher, de pouvoir prendre contact avec des personnes qui sont les leads du projet, parce que je suis sûr qu'une présentation chez nous sera très bienvenue. Donc, vous êtes invités. Après, j'ai 3 points pour toucher des sujets. Donc, le premier revient un peu même à quelque chose que nous avons trouvé dans la première présentation qui a ouvert cette session de l'AIM. Vous avez mentionné la frugalité et l'efficience. C'est une tension, à mon avis, mais qui n'est pas forcément voulue par la société. C'est quelque chose qui nous impose cette tension. Et je pense que ce qui est imposé, c'est le concept et le paradigme de la compétitivité aujourd'hui. Donc, quid de cette bonne intention d'aller vers la frugalité et la sobriété, mais avec quelque chose, et après, avec la compétitivité, nous pousse à faire toujours plus, moins de temps, en consommation des ressources incontrôlées. Parce que le paradigme actuel, c'est une compétitivité un peu capitaliste. Deuxième point, c'est la frugalité et la sobriété, c'est quelque chose qu'on apprend. On arrive là aujourd'hui après des années où le développement a pris une vitesse énorme, mais ça vient de la formation et des outils que nous avons pour développer. Est-ce que ces outils et cette formation doivent aller vers quelque chose qui évite, par exemple, d'utiliser des moyens exceptionnels, la performance computing, des choses qui après amènent à des infrastructures comme celles que vous avez présentées. Donc c'est quelque chose qu'on doit préparer, mais déjà à niveau de la formation, je pense. Le troisième point, c'est pourquoi on change toujours de portable, et c'est l'obsolescence programmée. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas, par législation, imposer d'éviter des questions et plutôt imposer qu'il y a la legacy à respecter pour pouvoir utiliser mon portable de 2017 encore? Voilà. Et un quatrième, comment vous avez produit cette image? Alors,
J'espère ne pas oublier vos questions, mais si j'oublie, vous me relancez. Alors, efficience versus frugalité. Aujourd'hui, quand je vois les entreprises, vous voyez, encore hier, je travaille avec une association qui a plein de membres. J'ai échangé avec un des membres, ils sont 160, et ils me parlent d'IA pour le recrutement. Ça ne fait pas de sens pour moi. On prend l'IA par l'axe de la productivité. Et du coup, si on tire cet axe, l'IA va pouvoir faire à peu près tout ce qu'on fait. On est en train de voir même la robotique se développer de plus en plus. Donc, notre défi, c'est comment on va employer les humains, si l'IA fait tout pour nous. En même temps, si on passe au récréatif, est-ce qu'on veut durablement une société récréative? Et si on passe au pouvoir, là, ça m'effraie, mais l'IA est vraiment un enjeu de pouvoir. Et donc, si on voit se développer des modèles dominants, qu'on voit se développer, comment on en sort? Donc, je pense que c'est aujourd'hui indispensable de penser nos modèles de société avec l'IA. Pas plus tard qu'avant-hier, j'étais à la Maison de la Démocratie, c'est dans un endroit magnifique à Paris, c'est au Théâtre de la Concorde, et je vais intervenir là-dessus sur 2 moments, sur les communs, donc l'IA dans cette concurrence avec les communs. On a parlé de l'eau pour Taïwan, l'énergie, on va avoir aussi un débat là-dessus, y compris nous, aujourd'hui, on a un excédent de production en énergie, mais est-ce que si d'autres choses se développent, est-ce que les data centers qu'on est en train de vouloir installer, qu'est-ce qu'ils vont faire en comparaison avec d'autres industries qui voudront se développer? Ensuite, votre question sur la sobriété et la frugalité, c'était... Alors, j'ai commencé à travailler à un moment où Toyota arrivait avec des méthodes de SMED, Kanban, Pokayoke. À l'époque, en France, les ingénieurs ne traitaient pas les systèmes de production. C'était confié aux agents de maîtrise. On avait des bureaux d'études et des bureaux des méthodes. Et Toyota gagnait sa compétitivité au travers de tout ça. Et nous, on cachait des pannes avec des stocks. Parce que ça coûtait pas cher et on pouvait le faire, etc. Et on cachait tout ce qui se passait. Et en fait, on s'est mis sur une autre dynamique qui est allée jusqu'au juste à temps. Et vraiment, trop de juste à temps qui a fait qu'on a perdu. Aujourd'hui, on voit la mondialisation qui s'est appuyée aussi là-dessus, les effets sur le transport, etc. Donc peut-être qu'on aura des moments, et je veux le croire, où on aura ce type d'inflexion. Pardon ? C'est un vrai sujet parce que là, j'ai vu qu'OpenAI, donc la maison mère de ChatGPT, investit dans une boîte créée par un designer d'Apple qui a designé beaucoup d'Apple et qui travaille sur l'Internet des objets. Et visiblement, l'intention peut-être d'OpenAI, c'est de fabriquer des ordinateurs et de faire ce qu'on appelle le edge, donc le traitement au plus près de l'utilisateur. Ça fait très peur. Et nous-mêmes, à chaque fois qu'on a quelque chose, on reste dans l'efficience. Donc, est-ce qu'il faudra passer par des lois? La loi AGEC, elle n'est pas forcément très utilisée. L'année dernière, à la fin de l'année dernière, j'avais eu un échange avec J'ai fait un rapport RSE et IA, et après, on avait eu un échange sur la sobriété numérique. Et en fait, on se rend compte que, pour l'instant, ce n'est pas très appliqué.
Est-ce que c'est par la loi? Est-ce que c'est par la normalisation? Est-ce que c'est par notre propre prise en compte? Est-ce que c'est par la rareté des matières premières? À un moment donné, on va peut-être être bloqué par ça. On n'arrive pas encore à recycler. Donc, est-ce que par moment, il y a des choses où tout d'un coup, ça se bloque et ça change. Donc, peut-être qu'il y aura des moments comme ça. Mais pour l'instant, ça part dans le sens de toujours plus. Et la dernière question, c'était ton image, elle provient d'où? Pardon? Ton image? Ah oui, l'image. Oui, elle est faite par l'IA. Moi, je n'ai pas utilisé l'IA. Par contre, c'est une image dont je me sers depuis 8 mois ou 10 mois. J'essaye de répéter le plus possible mes images. Et donc d'en faire le moins possible. On m'a dit de faire rapide, ça tombe bien parce que du coup c'était la question que je voulais poser, mais j'aimerais aller un peu plus loin. C'est que effectivement, utiliser de l'IA pour faire une image sur une présentation frugale, c'est une chose, mais même nous, on est beaucoup dans ces conférences à parler beaucoup de frugalité, d'éthique et tout ça, mais j'ai remarqué qu'on est très nombreux aussi à utiliser l'IA pour générer nos images de conférences. Et cette question du nous, c'est un petit peu dans quelle mesure on va pouvoir dépasser cette dimension, parce que c'est une dimension récréative. Avoir une jolie image faite par l'IA, c'est totalement inutile, si ce n'est récréatif, c'est joli, c'est sympa. Et est-ce qu'on va réussir à dépasser ça? Parce que même nous qui sommes sensibilisés, on l'espère de plus en plus à ce genre de choses, on est quand même très nombreux à le faire et ça n'est pas aussi une dimension très encourageante, j'ai l'impression. Alors, je partage juste mon expérience. Je ne fais plus d'images comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu, mes images maintenant, c'est juste quelques traits qui consomment beaucoup moins et qui même consomment beaucoup moins aussi dans mon stockage, etc. Après, l'IA est là. On ne peut pas ne pas s'en servir. Et c'est la conscience de chacun de nous aussi et notre propre apprentissage et de se dire, est-ce que ça me sert vraiment? Est-ce que ça rend mes présentations plus ceci ou cela? À voir. Dernière question de France. Et ensuite, on passera à l'AG. Non, c'est France qui disait que j'avais 2 questions. Non, Je sais pas. oui, non, mais vas-y, France. Moi, donc, Ok, bon, merci Christine. Me laisse l'opportunité de poser ma question. D'abord, merci infiniment parce que c'était extrêmement riche, complet, et ça allait bien au-delà de ce que j'aurais entendu, pensé entendre sur la frugalité et l'aspect plutôt centré sur l'écologie. Donc on voit que tout est lié en fait, et ça commence par effectivement la conscience qu'on a de ce qu'on fait et du monde auquel on participe. Moi, si je prends ma première fibre d'ingénieur, j'aurais voulu vous demander, puisque vous savez, vous êtes en contact très fréquent avec les entreprises, ce qu'elles font, ce qu'elles pensent, si l'avenir n'était pas des modèles, si on fait de l'IA, si l'avenir est à l'IA, à des modèles distillés, partant par exemple de modèles open source, et ensuite des modèles distillés qui sont eux beaucoup plus frugaux que les grands modèles de langage. Hein. Et donc, bon, maintenant, moi j'ai ma réponse à ça, c'est ouais, mais on va avoir un effet rebond massif à partir de là, et donc en fait, on résoudra toujours pas le problème. Et puis j'ai une deuxième réflexion, c'est à la fin, vous disiez, c'est des valeurs instrumentales, l'explicabilité, etc. Moi, je crois que c'est beaucoup plus fondamental que ça. On est sur des valeurs épistémiques qui sont le fondement de la connaissance, et si on n'est plus capable d'expliquer le monde, on est foutu, parce qu'on n'a plus de rapport à la vérité, et on est des êtres totalement manipulables, donc on est l'instrument du pouvoir. Et donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Donc, est-ce qu'il ne faut pas justement peut-être aussi s'obliger à aller vers une IA qui soit explicable, mais c'est-à-dire qui n'est pas explicable au sens où en général on nous dit qu'elle l'est, c'est-à-dire qu'on a des modèles qui proposent des éléments d'explication, mais qui restent des modèles techniques pour les spécialistes en fait de l'IA et qui renvoient pas à l'interprétabilité des métiers, des utilisateurs, et qui n'a pas forcément une grande légitimité sur le plan de l'explication et finalement de la cognition humaine. Voilà. Merci pour votre question. Juste, je commence par la fin. Non, ou peut-être la distillation. Oui, la distillation, notamment après ce qu'a fait DeepSeek, c'est devenu un argument marketing. Et on a de plus en plus de propositions aux entreprises pour faire des modèles distillés.
Le sujet qui se pose quand même, c'est, même pour les SLM aussi, c'est que tout ça est fait par des personnes qui n'ont pas l'expérience métier. Et dans l'entreprise, par une délégation à ces personnes-là. Et après, on essaye, par des biais de confirmation, de dire que ça fonctionne. Donc, c'est tout, c'est l'enjeu d'essayer d'expliquer aux entreprises ce que c'est et ce qu'elles peuvent faire, expliquer la donnée aussi. Et moi, justement, le consultant, il se retrouve aujourd'hui dans cette zone grise, le consultant tel que moi, je le perçois, dans cette zone grise entre le technique, la stratégie et la gouvernance et l'éthique. Et donc, c'est là la zone un peu d'action que je cherche à trouver. Pour l'explicabilité, j'ai fait 3 jours au mois d'avril avec l'Association française d'IA. C'était à l'INSA de Strasbourg et j'ai eu le plaisir d'assister à plein d'interventions de chercheurs qui travaillent sur l'explicabilité. C'est un sujet qui, pour l'instant, est beaucoup entre les mains des chercheurs. Les entreprises, elles parlent de boîtes noires, ça fait peur. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai parlé des risques, vous voyez que les risques, les données et la fiabilité sont en train de monter dans la perception du risque, parce qu'il y a des entreprises qui ont déjà eu des problèmes, mais pour l'instant, on préfère consommer. Je peux poser ou non? Non, moi, très rapidement, j'en avais 2, c'est-à-dire, je suis toujours gênée par rapport à l'IA, qui est très générique au sens terme, mais les IA symboliques, sur lesquelles, personnellement, j'ai fait un certain nombre de développements dans les années 90, posaient cette question de la responsabilité et de la frugalité, parce que justement, on était dans des pratiques et on se posait la question de l'adéquation entre les choix technologiques et les réalités métiers. Or, aujourd'hui, quand on parle d'IA, donc ma question, c'était de quelle IA tu parles quand tu es sur l'IA au sens générique? Oui, je parle surtout de l'IA générative, parce que c'est celle-là qui consomme énormément, et c'est celle-là que les entreprises consomment énormément. Ceci dit, il y a encore de l'IA symbolique dans les entreprises, et quand on est avec des systèmes experts, on maîtrise beaucoup plus les choses, mais les entreprises, elles veulent, et là je vous ai pas montré des graphiques sur l'utilisation vraiment de l'IA, là où tout le monde y va, c'est sur du presque rédactionnel, et toutes les entreprises s'y mettent. Et même en médecine, les investissements ont augmenté dans tout ce qui va être l'administratif. Et le clinique, il diminue avec le temps. Ce qui n'était pas le cas des IA symboliques, puisque évidemment. Juste, puisque c'est quand même le thème de la méthode, tu parlais beaucoup de déperdition ou de l'endormissement des entreprises par rapport aux compétences. Ma question était donc de quel type de compétences s'agit-il dans notre endormissement? C'est dans beaucoup de choses, mais dans le numérique, beaucoup. Il y a eu une grosse perte de compétences dans les entreprises, mais ça fait des années qu'au niveau des organisations, on combat les silos, mais les silos sont là toujours très très forts, et du coup, je ne veux plus prendre de la responsabilité parce qu'elle est de l'autre. Tout à l'heure, même quand j'ai parlé de la RSE et de l'IA, on me dit l'éthique c'est le juridique, le social c'est les RH, et les RSE, c'est l'environnement. Et tout ça, ça dit quoi? Ça dit pas grand-chose ensemble. Merci. Merci beaucoup. Merci. On peut remercier Anna une nouvelle fois.